Bonjour, bienvenue dans Trajectoire commune, votre podcast qui parle de mobilité. La mobilité est en route. Quelle direction prend-elle ? Où pourrions-nous en être dans 10 ans ? Je suis Pascal Beria et j'explore ces questions fondamentales en présence d'experts Quizio. Pour mieux avancer, pour aller plus loin avec celles et ceux qui font la mobilité, pour celles et ceux qui la vivent. Face à l'urgence climatique et aux enjeux croissants de congestion urbaine, le ministère de l'Écologie annonce l'entrée en vigueur progressive de l'interdiction de la conduite solitaire sur l'ensemble du territoire national. À compter du 1er juillet 2036, l'usage des véhicules particuliers sera limité aux trajets réalisés à plusieurs passagers, via le covoiturage, les services de mobilité partagée ou les transports en commun. Les véhicules à une seule personne seront progressivement interdits sur la voie publique, sauf exception médicale ou professionnelle dûment justifiée. Message publicitaire diffusé le 20 avril 2035. Bonjour Bérénice Lo. Bonjour. Vous êtes lead consultante chez Quizio. Alors, première question, interdire d'être seul au volant de sa voiture en 2035, est-ce que vous y croyez ? Franchement, ça me paraît peu probable et très sévère surtout. Oui, mais plausible ? Je suis pas sûre que ce soit plausible. Bon. Pas dans 10 ans. On attend de voir comment les choses vont évoluer, mais en tout cas, ça me paraît peu plausible aujourd'hui. Alors, revenons précisément aujourd'hui. L'autosolisme, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, est-ce que c'est une réalité ou une nouvelle manière de faire porter la responsabilité, finalement, sur le citoyen en lui disant « tu ne conduiras plus tout seul » ? Alors, c'est une réalité, ça c'est sûr. On sait aujourd'hui, via des études, qu'il y a plus de 85% des trajets en voiture qui sont réalisés en autosolisme. Donc, c'est assez fort, on s'approche des 90%. Maintenant, pour autant, est-ce qu'on est là pour culpabiliser les gens ? Bah non, pas du tout. L'idée, c'est plutôt de se dire qu'aujourd'hui, notre système de mobilité, il a été construit autour de la voiture. Je parle des infrastructures essentiellement. Le pays s'est fortement construit en après-guerre avec les réseaux routiers, etc. etc. Et ce qui va en parallèle de tout ça, c'est qu'on ancre aussi chez les gens une forte habitude, une forte culture de la voiture. Donc l'idée, ça va pas être de culpabiliser les gens là-dessus. On n'y peut rien, c'est comme ça que ça s'est développé. Et par ailleurs, il y a des zones, en particulier rurales, où on peut pas faire autrement que de se déplacer en voiture. Donc l'idée, c'est pas de dire à ces gens-là, allez-y à pied, allez-y n'importe comment, rouler en vélo sur des départementales, ou c'est pas du tout l'idée. Ça va plutôt, l'idée, c'est pas de leur dire de changer non plus, vous devez changer, mais plutôt comment on crée un cadre pour que ça devienne réaliste, pour que ça devienne une réalité, pour que ça devienne simple, avec des systèmes fiables et que ça devienne désirable aussi peut-être. Et ça fait combien de temps en fait que cette concentration finalement sur le conducteur seul existe, parce que finalement ça a un peu toujours existé. Depuis quand est-ce que vous avez dit plus de 85% d'autosolisme en fait, est-ce que c'est plutôt un échec ou est-ce qu'on est en cours de transformation des usages ? Alors pour la partie, c'est à partir de quand ? Je vous avoue, j'ai pas la réponse. Je peux pas vous répondre. En revanche, est-ce que c'est un échec ? Moi, je dirais que non. Je pense que évidemment le chiffre, il est parlant en lui-même, 85%. Mais il faut se dire que, encore une fois, comme je disais dans ma réponse précédente, qu'on est là, on va pas juste mesurer le passage si on mesure le passage d'un mode de transport à un autre, mais on va lutter aussi contre des habitudes profondément ancrées. Donc, moi, je pense que plutôt que de regarder ce chiffre brut, il faut regarder aussi des initiatives qui foisonnent, parce que c'est le cas, il y a plein d'initiatives qui foisonnent, et il faut aussi voir que les usages progressent, dans le covoiturage en particulier. On sait qu'en 2023, il a doublé. Rien que ça, c'est assez incroyable. Et donc ça, c'est une chose. On sait aussi que ça a été corrélé en fait à des aides
financière de l'État, donc ce qui explique en partie aussi pourquoi ça double. Pour autant, je pense que pour que le covoiturage s'installe de manière durable dans notre pays, et pas que dans notre pays de manière générale, et même les mobilités partagées en règle générale, ce qu'il faut voir, c'est pas uniquement faire de l'incitatif financier, mais il faut aussi pouvoir parler aux gens avec des arguments qui vont les toucher plus profondément que simplement le financier. Pour moi, ce genre d'incitation, c'est un déclic, c'est un passage à l'acte, c'est ce qui va justement modifier, ce qui va vous permettre d'ouvrir en fait votre habitacle à d'autres personnes, parce que ça a un coût, son habitacle. Comme je vous disais, la voiture, dans certains territoires, c'est presque la prolongation de la maison, c'est son espace intime, son espace personnel, et c'est un coût d'ouvrir cet espace-là à d'autres personnes. Et donc, là où on va toucher les gens, c'est en ayant le bon argument, et en leur faisant se rendre compte que les mobilités partagées, aujourd'hui, c'est pas là que pour faire des économies, mais ça va être là aussi pour aller aider, je sais pas, la petite voisine Simone qui se déplace plus parce que son mari est mort. Donc ça va être vraiment de réintroduire en fait peut-être l'argument émotionnel ou bien l'argument d'urgence climatique, le fait de devoir baisser notre empreinte carbone, etc., qui est un vrai sujet, pour que ça parle aux gens. Et alors, si on veut essayer d'être plus précis, on a parlé des incitations. Si on parle des blocages aujourd'hui, ils sont où? Est-ce que ce sont des blocages essentiellement culturels? Vous parliez du fait qu'effectivement, aujourd'hui, on a des infrastructures qui nous amènent jusqu'en bas de la porte cochère. Donc, effectivement, la voiture reste quand même le moyen le plus simple, pas forcément le plus rapide sur Paris, mais c'est une autre question. Quels seraient ces freins, en fait? Est-ce que c'est culturel? Est-ce que c'est finalement la qualité de service? Le covoiturage, c'est compliqué, il faut se mettre d'accord avec, etc. Est-ce que c'est ce foutu individualisme que chacun aime? Voilà, parce que moi, j'aime bien écouter la radio fort, donc j'ai pas envie qu'il y ait quelqu'un dans mon habitacle. Est-ce que c'est un peu tout ça? Bah oui, vous en avez dit beaucoup, je pense déjà des freins. Pour moi, le premier, parce que quand on parle mobilité partagée, on ne parle pas que de covoiturage ou d'autopartage, on peut aussi parler de mobilité active, comme par exemple des vélos partagés, des trottinettes partagées, etc. Si on prend encore l'exemple des territoires ruraux, on n'a pas de pistes cyclables. On va pas aller faire du vélo, en fait, tout simplement, ou du roller. Donc là, il y a un premier niveau de blocage qui peut être l'infrastructure en elle-même, qui va empêcher d'avoir autre chose que la voiture pour se déplacer en sécurité, parce qu'il n'y a pas que se déplacer, il y a aussi se déplacer en sécurité. Et il y a d'autres niveaux, comme vous avez dit, qui est la force de l'habitude. Donc c'est vraiment l'argument culturel de se dire moi j'ai l'habitude, j'ai pas forcément envie, etc. Il y a l'argument organisationnel. Moi c'est la liberté, la voiture c'est la liberté, l'auto-voiture on peut faire comme ça, j'ai pas forcément envie de m'organiser et pire, d'anticiper, d'aller mettre je vais à tel endroit, à telle heure, qui veut venir avec moi, c'est une autre charge. Tout simplement, on parle beaucoup de charge mentale, ça vient se rajouter à la charge mentale de plein de monde que de gérer ça, il suffit qu'on soit à la bourre, etc. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre encore comme frein ? Qualité de service, tout simplement. Qualité de service, oui. En qualité de service, effectivement, il y a un gros sujet, encore une fois, pour les territoires ruraux, parce que quand on parle de covoiturage, d'autopartage à la ville, c'est pas trop un sujet. Je pense que déjà, il y a de la visibilité, on voit où c'est rangé. Là où, en territoire rural, le covoiturage va être un peu moins visible, et il va y avoir un sujet peut-être de viabilité économique. La masse critique intrinsèque en fait aux zones rurales fait que c'est pas forcément intéressant là financièrement de proposer un trajet parce que déjà il y a peu de monde peut-être qui va venir se greffer sur ce trajet si on est en zone rurale. Enfin voilà, il y a ce truc là. Et puis si on a besoin d'un covoiturage et qu'on fait une recherche et qu'on voit pas tout simplement au bout de 1, 2, 3 essais que ce qu'on recherche c'est pas disponible sur la plateforme, on va arrêter, on va pas se mentir. Bien sûr. En termes d'adoption, en fait, parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément pris le temps de détailler ce qu'étaient ces mobilités partagées. Il y a l'autopartage, il y a le covoiturage, qui sont déjà deux choses assez différentes d'un point de vue purement logistique. Est-ce qu'en termes d'adoption, on est à peu près identique? Est-ce que, comment est-ce qu'on se distingue? Est-ce que finalement, aujourd'hui, le covoiturage est peut-être un petit peu plus adopté parce que plus simple, que l'autopartage, notamment, encore une fois,
À Paris, on a vu que c'était pas forcément aussi simple que ça. Honnêtement, j'ai pas de chiffres à l'appui pour étayer mes propos, pour le coup. Mais j'ai pas forcément l'impression qu'il y en ait un qui fonctionne moins bien que l'autre. Je dirais qu'il y a peut-être moins d'infrastructures, d'auto-partage, on va dire en grand service, parce que ça a un coût d'entrée, en fait, tout simplement, qui est un peu plus conséquent que le covoiturage. Et par ailleurs, le covoiturage, si on a l'impression que ça peut moins marcher que l'autopartage, c'est peut-être aussi parce qu'il est moins visible. Il y a vraiment un sujet de visibilité. On ne sait pas, en fait, tout simplement, si quand on voit une voiture passer, si les deux personnes sont dedans, font du covoiturage. Enfin, techniquement, c'est du covoiturage, même si c'est au sein de la cellule familiale. Mais ce n'est pas aussi visible qu'un véhicule en autopartage. Mais là, encore une fois, là où ça tend à bouger, c'est qu'on voit de plus en plus d'initiatives, y compris d'autopartage, et sous différentes formes, qui sont en train de se manifester un peu partout, dans les zones rurales, et pas qu'en France, en Europe, avec des initiatives souvent micro, avec 2 voitures qui vont être mises à disposition au sein d'un village. Ça peut être parfois des voitures électriques sans permis aussi, pour permettre un maximum d'inclusivité, parce qu'il faut savoir quand même qu'en France, il y a à peu près un tiers des Français qui n'ont pas accès à une voiture individuelle, et ce, pas parce qu'ils n'ont pas l'argent pour s'acheter, c'est parce qu'ils n'ont pas l'âge d'avoir le permis, ou bien ils ont un permis qui n'est pas reconnu par l'État français, ou bien, et je pense que c'est quand même de l'ordre de 4%, ce sont des personnes qui ont un handicap permanent qui ne leur permet pas de conduire. Donc on parle quand même d'un tiers des Français. Donc bref, c'est pour ça que l'accès à des véhicules en autopartage et sans permis est ultra important, parce qu'on a l'impression en fait que la voiture est vraiment synonyme de liberté, mais quand on parle d'un tiers, c'est une liberté de façade, quoi, au final. Très bien. Alors, on a parlé des freins. Maintenant, si on essaye de positiver un petit peu, essayer d'identifier les moyens pour faire adhérer. On a parlé des incitations tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres choses, en fait, la pédagogie, est-ce que ça fonctionne? Vous parliez tout au début des notions d'infrastructure. Aujourd'hui, on voit des aires de covoiturage qui apparaissent à la sortie des autoroutes ou Oui. à la sortie des villes. Donc les infrastructures, a priori, émergent. Elles ne sont pas toujours très chargées, on peut le dire. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de faire adhérer? Allons peut-être sur les services numériques, là aussi, puisqu'il faut bien inviter les gens à se rencontrer à un moment donné. Il y a aussi les notions de micro-communauté qui sont peut-être intéressantes. C'est-à-dire le dimanche, on va jouer au foot dans le village d'à côté en prenant 2 voitures plutôt que 11. Voilà. Est-ce que vous avez le champ libre? Quelles seraient les incitations à mettre en place, en fait? Encore une fois, c'est plusieurs incitations pour que tout ça marche. On va pas dire il faut celle-ci enfin il en faut une plutôt qu'une autre. Mais donc, comme vous avez dit, il y a plusieurs choses. Déjà, la première, les infrastructures, c'est super chouette parce que ça rend visible des choses qui ne sont pas visibles. Donc on va parler de parking, on va parler de voies réservées au covoiturage. On peut parler aussi parfois d'arrêts qui vont se signaler comme un arrêt de bus, où on peut dire ça, c'est un stop covoiturage, ce genre de choses. Donc super important de rendre visible ça. Deuxième chose, j'en ai oublié un. Moi, j'aurais mis, le premier, c'est du temps. Le premier levier, c'est le temps qu'il faut. Donc ça, c'est pour inscrire un petit peu, en règle générale, la durée sur laquelle, parce qu'on parle vraiment de changement de comportement, de transformationnel, et tout ça, ça s'inscrit vraiment dans une échelle longue, pas sur, pour le coup, 10 ans. C'est pas tant que ça. Enfin bon, bref. Et donc, on a dit ça, le temps, on a dit la visibilité des infrastructures, mais on va falloir miser énormément aussi sur l'animation. En fait, ça va être communication, animation, et tout ça à l'échelle locale, territoriale aussi. Et donc, c'est souvent des personnes en fait qui vont aider à mettre en valeur des services, à connecter des gens entre eux, à incarner vraiment des choses qui ne sont pas visibles, et à offrir ce déclic là où parfois une incitation financière pour le coup ne va pas forcément fonctionner parce que ça ne parle pas aux gens, parce qu'ils n'en ont pas besoin, parce qu'ils s'en fichent. Mais en revanche, avoir justement quelqu'un qui va permettre
de donner envie, de donner de la réalité, de mettre en contact. Donc ça, c'est des métiers qui existent, d'animateurs locaux qui vont vraiment aller chercher, par exemple, qui vont recueillir des demandes et qui vont essayer d'aller voir dans leur petit réseau qui peut satisfaire cette demande. Ça peut passer par des choses très concrètes, très triviales, et s'appuyer vraiment, comme vous le disiez, sur des toutes petites communautés. Ça peut être au sein d'une école, ça peut être dans un café, et par le biais tout simplement d'un tableau où on va répertorier qu'un tel a besoin d'aller à tel endroit à tel moment, mais que par ailleurs le voisin fait un déplacement. Ça peut être des choses vraiment très triviales, très low-tech aussi. Et si on part sur quelque chose d'un peu plus tech comme une application, une application seule, notamment en zone rurale, elle va pas forcément fonctionner d'elle-même, parce que déjà, ça dépendra du niveau de communication qui va être fait autour de cette application, et encore une fois, de comment un animateur, quelqu'un va pouvoir faire connaître, mettre en réseau, etc. Enfin, l'humain, est vraiment ultra, ultra importante, en particulier dans les zones rurales. Et ça, j'ai conscience en tout cas que ça a un coût. Mais pour autant, d'après ce qu'on peut voir avec plein d'expérimentations, c'est que c'est souvent une clé de voûte pour la prise de ces initiatives-là dans des territoires où culturellement, c'est pas une habitude. Et si on fait un petit détour vers l'entreprise, en fait, Ouais. est-ce que, sans parler de responsabilité, mais est-ce que, quelque part, ce covoiturage, c'est-à-dire l'endroit, finalement, où plusieurs personnes se rendent quotidiennement, est-ce que l'entreprise a un rôle à jouer pour développer ça? Oui, bien sûr. Bien sûr, avec des politiques d'incentive, c'est hyper important. Si sensibiliser les entreprises à ce genre d'initiative, c'est pour le coup, ça peut être que vertueux. Donc oui, elles ont complètement un rôle à jouer. Maintenant, toutes les entreprises n'ont pas forcément les politiques adéquates pour permettre d'incentiver aussi leurs salariés. Mais encore une fois, c'est peut-être pas forcément le meilleur argument parfois pour permettre une transformation qui fonctionne bien auprès des employés. Mais ça prend du temps. Pardon. Très bien. Est-ce que finalement on peut, vous l'avez dit, on peut difficilement comparer la ville et la campagne. Est-ce qu'on peut quelque part, avec les mêmes mécaniques, comparer la mobilité pendulaire quotidienne, qui peut pour le coup peut-être s'organiser un peu plus simplement, et peut-être une mobilité un peu plus large comme le fait Blablacar, ou est-ce que ce sont les mêmes mécaniques, et est-ce qu'on peut comparer ce genre de mobilité? Je suis pas sûre de voir comment vous voulez comparer, en fait, la longue distance et C'est le ça. pendulaire. Sur les moteurs, en fait, qui Ah! incitent au-delà du financier, mais il y a peut-être aussi la convivialité dont on n'a pas forcément parlé. C'est-à-dire, je fais 500 kilomètres, tout seul, c'est long. Et moi, j'aime bien finalement avoir quelqu'un avec qui Ouais. discuter de tout et de rien, finalement. C'est ça. Je pense que déjà, si on parle du longue distance, il est par définition plus ponctuel. Donc, c'est plus facile et convivial, voire fun à mettre en œuvre. Là où on va parler d'un déplacement pendulaire, on entre dans une organisation. Quand on parle de covoiturage en particulier, on n'a pas... ce que ça implique, la difficulté, c'est qu'il faut trouver quelqu'un qui soit avec le même rythme que soi, ou si on n'a pas une personne ressource, ou en tout cas qui va produire ce même rythme que soi, il faut avoir un niveau de service, de qualité de service de proposer, qui va nous permettre d'avoir une réponse fiable, une offre fiable, pour nous dire ce matin je me pose pas de questions et je vais aller soit à l'université, ou bien soit au travail avec un covoiturage. Donc pour moi, c'est des mécanismes qui sont quand même assez différents, parce que la qualité de service n'est pas la même, et le niveau d'anticipation également n'est pas le même dans la recherche qu'on va faire, soit dans la demande, soit dans la recherche qu'on va faire. D'accord. Et alors, une petite question, simplement, finalement, parce que quand on parle de covoiturage, on voit bien que derrière, il y a dans l'idée de réduire le trafic, donc réduire les émissions. Mais quelque part, est-ce que la notion de covoiturage, c'est pas quelque part, pardon,
est-ce que cette notion de covoiturage, c'est pas favoriser le transport carboné? Parce que pour l'instant, jusqu'à présent, on n'oblige pas à rouler électrique. Non, on n'oblige pas à rouler électrique, mais je pense qu'il vaut mieux être plusieurs dans une seule voiture qu'un seul dans plein de voitures différentes. Je pense que le chiffre, c'est que en gros, une voiture partagée, ça va être l'équivalent, en fonction des endroits, de 3 à 10 voitures qui ne sont pas partagées. Donc c'est quand même assez énorme. Donc bien sûr, il y a du carbone, et pour moi, c'est une première étape. Dans tous les cas, si on veut aller vers du complètement décarboné, mais pour l'instant, on va plutôt y aller à petits pas. Et si on renforce la politique vis-à-vis des mobilités partagées, faire du covoiturage, ça reste quand même d'un point de vue empreinte carbone, ça reste plus intéressant que de voyager seul. Après, libre à vous de prendre votre vélo pour vous faire 1h30 ensuite. Ça dépend aussi de tellement de paramètres. Là aussi, dans les moyens d'incitation, est-ce que la mise en place des voies réservées qu'on voit arriver, est-ce que c'est selon vous une bonne idée? Est-ce que c'est pas une autre façon encore de partager la ville et de partager l'espace public et finalement laisser de moins en moins de place à tout le monde? Quel est votre point de vue là-dessus? A priori, les chiffres sont plutôt probants. Oui, je pense que c'est une excellente idée, parce que déjà, je reviens là-dessus, mais parce que ça rend visible quelque chose qui ne l'est pas. Et justement, cette visibilité va permettre peut-être un passage à l'acte chez certains. Donc c'est top. Moi, j'ai en tête 2 initiatives qui sont, encore une fois, assez probantes. Il y a Lane, par exemple, entre Lyon et Bourgoin-Jallieu. Je sais qu'en 2024, ils ont fait quelque chose de l'ordre de 30 000 covoiturages. Donc c'est super. Il y a une autre initiative qui est sur l'A48 près de Grenoble. Et donc pareil, je pense qu'en une année, eux aussi, ils ont pu doubler en fait le taux de covoiturage grâce à ce genre de dispositif. Donc je ne crois pas que ça punisse par ailleurs les autres automobilistes, que ça partage l'espace public. En mon sens, c'est pas un problème. Il y a plein de choses qui sont partagées pour rationaliser les usages. On va penser aux voies de bus, ce genre de choses, et ça fluidifie. Et qui plus est, je pense à ça, c'est que ça permet vraiment de décongestionner parfois le trafic, d'avoir ce genre d'infrastructure. Donc pour moi, c'est une excellente idée, à voir si ça perdure. Est-ce que c'est aussi juste encore une fois une première marche avant une adoption plus massive du covoiturage? Parce qu'encore une fois, on encourage jusqu'à ce que ça devienne quelque part automatique et qu'on n'ait plus forcément besoin de ce genre d'initiative. D'accord, mais alors simplement, histoire de piquer encore là, est-ce que c'est pas finalement une autre façon de faire sortir la voiture individuelle? Quand je dis individuel, pour le coup, c'est cet autosolisme dont on parlait au début, des villes, parce qu'à un moment donné, il ne reste plus, entre les bus, le covoiturage, les vélos, il ne reste plus vraiment beaucoup de place pour la voiture. Je pense que c'est un secret pour personne. Je pense que certaines villes, beaucoup de villes tendent à faire disparaître la voiture pour plein de raisons, pour des raisons de fluidité, pour des raisons de confort, etc. Maintenant, ça passe là pour l'instant, on n'est pas à la disparition. On essaie de réduire, et par réduire, c'est pas pour faire disparaître. Je pense qu'il y a vraiment la notion principale à retenir, c'est de rationaliser. Rationaliser des choses où on se dit, oui, on n'a pas forcément besoin d'autant de voitures, d'avoir une personne par voiture. On peut aussi réfléchir, si on a besoin de véhicules individuels, d'avoir des véhicules individuels qui peuvent être, plus dimensionnés aux besoins, donc ça veut dire peut-être plus petits, peut-être moins puissants. Voilà, il y a plein de choses qui arrivent aussi, comme les vélis, vous savez, les véhicules intermédiaires. Donc il y a plein d'alternatives aussi, plutôt avant de penser disparition de la voiture qui peuvent arriver, c'est peut-être juste tout simplement repenser le modèle de la voiture, le repenser différemment, soit par les usages, soit par les véhicules. Très bien. Une dernière question traditionnelle dans le podcast. On commence demain. Vous faites quoi? À titre personnel ou à titre de ministre des mobilités partagées? Rêvons un peu. Allons-y, oui, allons-y. Alors, qu'est-ce que je fais? J'essaie de donner beaucoup de visibilité, que ce soit par que ce qu'on a dit de l'infrastructure, donc, ou bien tout simplement par des campagnes de sensibilisation qui vont parler aux gens, donc beaucoup de communication.
Je pense que j'instaure aussi et je crée des postes dans l'animation territoriale pour justement permettre que les initiatives locales soient un peu boostées, commencent à être propulsées, que ça prenne un peu d'ampleur. Et surtout, je vois comment toutes ces initiatives qui parfois sont un peu des îlots et vont reproduire des choses, comment on les fait communiquer entre elles pour, encore une fois, pour booster tout ça, pour que plein de choses deviennent de l'ordre de l'habitude, là aussi. Et peut-être, si on peut rêver complètement, qu'est-ce que je fais ? Je crée plein de baptêmes de la mobilité partagée, parce que la mobilité partagée et tout ce genre de choses, ça va pas fonctionner juste par de la communication descendante, ça passe par l'expérience. Et donc je pense que chez les plus jeunes, mais aussi chez les moins jeunes, et surtout, je pense qu'ils sont parfois les plus difficiles à convaincre, je mets en place plein d'expériences, plein de baptêmes pour que les gens essaient, soient convaincus, et voilà, et donner un peu d'humain derrière tout ça, et pas de se dire c'est l'État qui impose que, mais c'est bien, regardez, c'est entre nous, c'est bénéfique. Bien noté. Merci Bérénice Flo. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode de la série de podcasts Trajectoire commune, proposé par Quizio. Quizio, expert de la relation client, de la mobilité opérationnelle et du conseil, pour inspirer et mettre en mouvement une mobilité responsable. Pour en savoir plus, rendez-vous sur quizio.com. Et nous vous disons à très bientôt pour un nouvel épisode. Cette série a été conçue par Chapitre 4 et réalisée par la maison de production.